Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et même juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes qui retiennent l'actualité dans plusieurs domaines sont mises sur la table. Un invité nous accompagne sur le plateau pour tenter d'en parler. Moïse Katumbi sera-t-il, oui ou non, candidat à l'élection présidentielle 2023? Après l'épisode des pères et des mères, il y a une autre proposition de loi qui annonce que pour être candidat président de la République, il faut avoir siégé une fois dans sa vie comme sénateur ou comme député. Du coup, c'est déjà les levées des boucliers. À gauche et à droite, on dit que c'est Katumbi qui serait visé. On parle de cette question de la proposition de loi qui serait portée par l'honorable Nsingi Pouloulou. On parle encore au conditionnel. On reviendra également sur la présence de l'armée ougandaise sur le sol congolais. C'est confirmé, les Ougandais sont chez nous. Et c'est une bonne solution. Sans oublier l'affaire Congo-Aldop avec certains proches du président Tshisekedi qui ont été cités hier également. Un invité sur ce plateau pour tenter de décortiquer toutes ces informations avec nous, Mike Mukeba Nkosu. Honorable Mike Mukeba, bonjour. Bonjour Père Louara. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission. Je rappelle que vous êtes député provincial, élu de Kinshasa ici à Lingwala, et vous êtes membre d'Ensemble pour les changements de M. Moïse Katumbi Tchapoué. Vous êtes pas seulement membre, je suis l'un responsable interfédéral Ensemble et le Conga. Donc c'est moi qui qui dirige l'interfédération de Conga. Est-ce que ça vous dérange pas, vous, Mike Mukeba, d'être réduit au rang d'interfédéral pour juste un district, alors que les Francis Kalombo, les Daniel Safou et les autres, eux, prennent complètement la province? Est-ce que c'est pas une erreur de casting qu'Ensemble a fait en vous éloignant un peu des postes de commandement ici à Kinshasa? Nous sommes des milliers, si des responsabilités me sont confiées, c'est que je trouve déjà que c'est de l'honneur que la reconnaissance que mon parti me témoigne. Nous sommes des milliers, je ne suis pas le seul. Il y en a d'autres qui sont au niveau de la province, tant mieux. Moi, on m'a placé au niveau de l'interfédéral. Ce qui me préoccupe le plus, ce sont les résultats. Je commence là, mais c'est pas à dire... Ah, mais c'est dans cette casquette-là que je vous vois maintenant commencer à gauche et à droite. Je suis sur terrain, ainsi de suite. On commence quelque part, je commence là, et c'est pas dit que je resterai là. Demain, je serai peut-être au niveau de la province, ou peut-être au niveau national, qui sait. C'est pas une honte pour vous. Ce n'est pas une honte. Vous êtes quand même Mike Mukeba Nkosu, non? Non, je suis Mike Mukeba. Quand même Mike Mukeba Nkosu, une de nos grandes gueules, comme aiment bien les dire vos détracteurs. Comme dans ces parties-là, il y a d'autres valeurs que je respecte énormément. Imaginez que là, nous sommes par milliers, dizaines, et que la direction de mon parti s'asseye et décide de me confier des responsabilités à moi pour prendre en charge tout un district ici. Vous trouvez que c'est petit, que c'est pas assez? Non. Le plus important, ce sont les résultats. Je ferai mon travail, et je l'ai fait déjà d'ailleurs avec beaucoup de dévotion. Tu me vois sur terrain, j'ai un challenge, j'ai un combat, c'est de pouvoir donner à mon parti un maximum de députés, notamment au niveau de législatif provincial, parce que mon objectif c'est la conquête de Kinshasa. C'est, je crois, au total entre 12 et 14 sièges pour le Conga. Si je peux en rafler 6, 7 et pourquoi pas même une dizaine, c'est bon. C'est ça mon objectif. Et après, on passera à autre chose. Non, mais, bon vent à vous. Vous êtes Kinois, député de la ville de Kinshasa. Cette émission, on la tourne alors qu'à l'extérieur, il pleut abondamment. Hein. Pour venir ici, on a dû s'embourber dans les flaques d'eau, on a dû faire des courbaties. Quand vous voyez votre ville dans cet état, vous vous dites quoi? Vous, responsable, vous, leader d'opinion de la ville, vous pleurez, vous vous dites c'est impossible, ça ne peut pas changer? Sur Kinshasa, je n'ai plus rien à dire. Puisqu'il n'y a rien de nouveau. Tout ce qui arrive, c'est des choses sur lesquelles j'ai prévenu, j'ai proposé des solutions. Tout ce qui arrive au jour d'aujourd'hui, les Kinois m'ont entendu présenter... La seule grande proposition que vous avez faite, c'est de chasser Ngobila. Non, j'ai présenté... Vous en avez fait un problème personnel? Et là, je vais en présenter même une, mais non, quand tu me poses cette question.
Quoique je me dise que pour moi, Kinshasa, j'ai assez fait, j'ai assez parlé. Donc vous abandonnez la ville? Je n'abandonne pas la ville. Les moments venus, je reviendrai. Mais au Kinois d'assimiler ce que j'ai dit et de tirer les conséquences des moments venus dans l'urne. C'est ce que je leur demande maintenant. Mais puisque tu me poses une question et que je ne peux pas me dérober en tant qu'élu, j'ai dit, voilà le problème. Voilà pourquoi d'ailleurs nous devons être critiques envers ceux qui gouvernent. Pour les aider à rectifier, pour les aider à orienter les politiques publiques. 2 millions de dollars sont accordés, 2 millions accordés depuis quelques mois au gouvernement provincial de la part du gouvernement central. Ces 2 millions de dollars servent à quoi? Ils servent notamment principalement à l'assainissement. Et quand je sors dans le riz de Kinshasa, cet assainissement se limite à quoi? À balayer les trottoirs, à pousser un peu de côté la poussière, et on s'arrête là, le lendemain on vient, on balaye encore, et c'est chaque jour qu'on balaye ainsi. Et comme il n'y a pas de trottoir, comme la ville n'est pas construite, vous balayez le matin, le lendemain, les trottoirs sont à nouveau poussiéreux. Vous balayez la nuit, le matin la pluie s'abat sur la ville, elle remonte en surface tous les déchets, tous les détritus, et c'est comme si vous n'aviez jamais balayé. Alors il faut se poser une question, la priorité c'est laquelle? Est-ce de balayer les trottoirs ou de s'attaquer à la voirie? Et tu sais dans quelles conditions se trouve cette voirie depuis l'accession du pays à l'indépendance. Avec les 2 millions. Nous n'avons pas. Attendez, je vais avancer. Attendez. C'est moins de 2 km. Il faut d'abord attendre. Il faut d'abord parler. Non, quand je parle de voirie, je ne vois pas d'abord les chaussées. Je vois avant tout les drainages des eaux. Parce que ça nous amène à des conséquences catastrophiques, des inondations et mort d'hommes. Alors, il faut se déterminer quelle est la priorité entre balayer les trottoirs, rebalayer les lendemains, et plutôt que s'attaquer à la voirie, au drainage. Alors, tu me parles de 2 millions, tu dis 2 millions, ça ne suffit pas. Non, quand je te parle de 2 millions, ce n'est pas le 2 millions mensuels. 2 millions mensuels fois 12, ça te fait 24 millions de dollars. Donc, ça signifie que si le ministère des Finances débloque en une année 24 millions de dollars, via cet accord, s'il s'agit d'un accord entre la ville et le gouvernement central, ça vous fait 24 millions de dollars, mon frère. 24 millions de dollars, vous pouvez acheter des engins et alors curer les caniveaux et en construire d'autres. Non seulement que nous n'avons jamais curé les caniveaux depuis l'accession du pays à l'indépendance, mais nous n'en construisons presque pas d'autres. Alors, il faut se déterminer une priorité. Dis non, 24 millions de dollars l'an, en 2 ans, ça fait 48 millions de dollars. Imaginez-vous si en 2 années, vous mettez 48 millions de dollars dans le drainage des eaux de pluie, et même des eaux de ménage et tous les restes, des eaux domestiques. 48 millions de dollars en 2 ans. Voyez-vous quelle transformation vous pouvez obtenir au bout? Voyez-vous? En 2 ans, 48 millions de dollars. Et là, vous avez des résultats. Et là, par la suite, vous pouvez venir balayer. C'est cela le problème. Tu sais, il y a quelque chose qui me sidère. Je me demande à un moment donné, l'un d'entre nous doit être fou. Si ce n'est pas moi, c'est eux. Sinon, c'est moi. Comment on peut être là et se refuser de réfléchir sur nos problèmes? Comment nous ne pouvons pas engager des sérieuses discussions pour apporter des solutions aux problèmes des Congolais? Comment peut-on être aussi hystérique chaque fois qu'on se retrouve face à des points de vue contraires? Comment on peut construire si on ne sait pas écouter, si on ne sait pas et discuter si on ne sait pas puiser dans l'autre? Ce que j'ai dit là est aussi simple. Simple. Les 24 millions annuels, fois 2 ans, ça te fait 48 millions. Ça te permet de transformer la ville côté voirie. Ça te permet. Mais je le dirai ici, personne ne me suivrait. En tout cas, pas Nicolas Kazadi, c'est pas à lui. Ah donc c'est comme ça que tu te dis, j'en parle plus quoi. Arrêtons de perdre le temps. Je vais te dire une chose. Ça, je voudrais m'adresser aux Kinois et aux Congolais. Je me suis dit une chose. J'ai dénoncé, j'ai assez dénoncé. Ça ne change pas. C'est que le combat à mener aujourd'hui, c'est de se battre, d'aller vers le Kinois, de leur faire comprendre que nous avons un projet, que nous avons des idées. Donnez-nous le pouvoir.
C'est seulement que quand vous aurez l'impérium entre les mains, que vous pouvez faire quelque chose. J'ai mené ce combat en croyant que j'étais en face de gens réceptifs. Des gens qui étaient soucieux, préoccupés par l'avenir des Congolais et du Congo. Non, ce n'est pas le cas. Ils sont insouciants, totalement. Plutôt j'ai récolté des attaques. Plutôt j'en ai souffert dans ma chair et dans mon âme. Et encore au jour d'aujourd'hui, je dois répondre. Non, mais c'est la question que j'ai été appelé à comparaître pour mes opinions. Non, mais ce que je dénonce chaque jour. C'est la question que j'allais poser, justement, Mike Moukébaye. Est-ce que ce que vous appelez abandon, c'est pas une capitulation après la dernière convocation que vous avez eue? Parce que dans l'opinion, on dit que finalement, Mike a désormais tenté un rapprochement avec M. Gentilin Ngobila en passant par Godem Poy pour taire cette affaire de votre convocation au niveau du parquet. Vous avez donné des garanties que vous ne parlerez plus de Kinshasa, que vous n'attaquerez plus Ngobila pour avoir la peau sauve. Est-ce que ce que vous dites là, cet abandon, certains les diront que c'est une capitulation? J'ai été convoqué, j'étais pas sur place, j'avais fait un déplacement, j'avais demandé à mon avocat de solliciter un renvoi, chose qu'il avait obtenu de l'avocat général, donc du parquet général, près la cour d'appel de la Gombe. Je suis sur place à Kinshasa, j'irai répondre. Si ça demande que je fasse la prison, puisque tel est mon destin, de faire la prison pour des causes justes, pour le combat que je mène, pour le bien de ce Congo, je ne dis pas que je suis le seul à mener, nous sommes des milliers, 2 millions. Mais si c'est cela mon destin, je ferai cette prison-là le cœur léger. C'est la réponse que je te donne. Je le ferai le cœur léger. Je n'ai pas été reconnu coupable de viol, je n'ai pas été reconnu coupable de détournement des deniers publics, je fais mon travail de député, et si il se fait que d'autres plus puissants que moi, c'est la 3e fois que je fasse, peut-être la 1e, parce que 2 fois moi je suis allé en prison, mais plus d'une fois, des plus puissants que moi m'ont traîné devant la justice pour m'intimider, pour me faire reculer. Si tel est mon destin, je l'assume. Donc, pas de capitulation. Ça va te paraître cynique. Je suis préparé à ça. Ce qui me fait le plus mal chaque fois que je suis emprisonné, ce n'est pas ma modeste personne. Ce n'est pas ma petite personne. J'ai disparu un jour. Je suis un chaînon dans une chaîne. Un maillon. Comme tous les autres qui sont prétentieux, qui accumulent, qui pensent que là, la vie est là pour eux, pas pour les autres. Ça ne me fait jamais si mal à moi que d'être là. Plutôt, ce qui me fait le plus mal, c'est vous autres. C'est quand je vois ma femme, mes enfants, les miens, qui s'apitoient sur mon sort. C'est ce qui me fait le plus mal. Pas moi, ma modeste personne. Si tel est le destin, je l'assumerai. J'irai pendant 1 année. Je reviendrai avec la même détermination. Je poursuivrai mon combat. D'autres l'ont fait, ont utilisé les mêmes moyens. Par le passé, croyant me faire taire, ils n'ont pas réussi. Si j'ai dit au jour d'aujourd'hui que Kinshasa, j'ai assez dit, ce n'est pas que je recule face à une quelconque intimidation. Je l'ai dit, ça fait 3 ans que j'ai dénoncé des choses et que je ne veux pas revenir sur les mêmes choses que j'ai dénoncées. La question que tu me poses sur Kinshasa, salubrité, ainsi de suite, c'est la 1e fois que je réponds à cette question-là. C'est la 1e fois que je propose une solution. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai assez dit. Donc vous partirez pas. Mais beaucoup aussi disent que c'est parce que vous avez quitté l'Union Sacrée qu'on a réveillé ces dossiers qui étaient pratiquement en veilleuse. Je ne sais pas. Des informations, c'est pas une convocation punitive? Est-ce que ce n'est pas une expédition, je veux dire, punitive? Parce que monsieur a claqué la porte de l'Union Sacrée. Je constate la coïncidence, je m'arrête là, je ne fais pas des associations. Je constate que, au même moment, j'ai annoncé ceci, que un dossier de justice a été exhumé. Je constate, tout simplement. Mais je ne fais pas des associations. Je ne veux pas, moi, me mettre à crier aux sourcils, à chercher. C'est elle qui est derrière le dossier. Non, non, non. J'en ai pas le temps. On reviendra sur l'Union Sacrée quand on parlera des Katumbi et des autres. Mais l'actualité dans le pays, c'est l'arrivée de l'armée ougandaise sur notre sol. Après avoir botté en touche, le gouvernement de la République a finalement reconnu que les Ougandais sont bel et bien ici chez nous en RDC. Est-ce que vous pensez que c'est la solution miracle? Est-ce que c'est la recette? Ouvrir nos frontières pour que l'armée ougandaise vienne nous aider dans ces combats contre les Alliés. Je commence par d'abord la communication sur cette question qui a été à mon point de vue très très mal menée.
de dire un soir qu'il n'y a pas un seul militaire ougandais sur le sol congolais, et à 4 heures du matin, les premières frappes aériennes ont été menées à l'est de la République du Congo. Il y a un problème sérieux de communication. Nous allons... Donc le ministre a mal communiqué sur la question. Nous allons vers une solution, c'est que nous pensons être une solution, et les Congolais a le droit de savoir. Il faut l'informer. Je comprends qu'il y ait certains aspects stratégico-militaires à ne pas évoquer en public. Mais pour le reste, le début de l'opération, annoncer le Congolais, c'est soumettre à la procédure constitutionnelle. Ça, les Congolais en ont droit. Il faut le faire. Il n'est jamais tard pour bien faire les choses. Parlant de la communication, je suis étonné qu'un porte-parole de la police réponde sur des questions politiques et constitutionnelles. C'est le porte-parole qui dit qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui oblige le gouvernement de demander l'autorisation du Parlement. Monsieur le porte-parole de la police, vous vous trompez de boulot. Ce n'est pas votre boulot. Vous êtes un simple exécutant. Si une telle question vous est posée, vous dites: je m'en remets moi au gouvernement qui m'a confié une mission et je l'exécute. Non, mais il était un des conférenciers, on ne peut pas refuser. Il était un des conférenciers, cette question n'est pas de sa compétence. La question était d'ailleurs... D'abord, que le ministre Mouyaya les laisse parler, c'est encore très grave. Je crois qu'il ne comprend pas très bien ce qu'il fait, qu'il laisse répondre à cette question. Et ensuite que lui pense qu'il est bien placé pour répondre à cette question, c'est quand même grave. Non, mais il faut les rencontrer sur ce le mélange de genres. Il a dit qu'il n'y en a pas de texte. D'abord, attends. Mais il y a eu tout de suite la réponse de Juvenal Monobo, le député UNC, qui a évoqué même la disposition constitutionnelle dont question. Ouais, il y a la forme et le fond. Ok. Donc pour vous, le colonel Mouanampoutou ne devait pas répondre à cette question. C'est pas la première fois qu'il s'illustre dans le maladresse. Je l'ai déjà suivi une fois à Top Congo. D'ailleurs, cette fois-ci, il a été un peu meilleur. Là, il était vraiment, je dirais pas, et qu'il m'excuse, piètre. C'est pas de sa compétence. On est en République, monsieur. On est en République. Il y a un problème. Alors, vous me parlez maintenant de la présence ougandaise. Je ne peux pas comprendre. Et quand je vois Mbosso s'exprimer là-dessus, mon cher frère, je perds mon latin. Je me demande si ce papa-là, à 80 ans, il comprend ses responsabilités là où il est. Mon cher ami, comment peut-on imaginer, penser un seul instant, que le salut du Congo au jour d'aujourd'hui dépend de la présence de troupes ougandaises? Les Ougandais arrivent avec des objectifs stratégico-militaires à eux, qui ne sont pas les mêmes que le nôtre. C'est comme le Rwanda qui est intervenu ici, je crois 2008-2009, ce qui avait même conduit à la démission de Vital Kamerhe. Opération Mojaweto. Ils ont débarqué chez nous, ils ont pourchassé les FDLR, Interamwe. Quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient éloignés de la frontière, ils sont rentrés chez eux. Au jour d'aujourd'hui, ils sont tranquilles. Ça a été plus une action dissuasive. Vous essayez, nous ripostons, et avec fermeté. Donc l'Ouganda arrive chez nous avec des objectifs stratégiques, militaires à lui. Et sûrement, je ne suis pas dans les secrets des renseignements de l'état-major militaire ougandais, sûrement que le premier souci pour eux, c'est d'éloigner les ADF le plus loin de la frontière, à 50 à 100 km, de les disperser à travers la République démocratique du Congo. S'ils atteignent cet objectif dans les 10, dans les 2, dans les 3, dans les 4 mois, ou qu'ils l'atteignent à 70%, ils font leur bagage, ils rentrent chez eux, ils ne vont pas nous demander les restes. Donc c'est pas pour nous qui sont là. Non. Moi je ne peux pas comprendre que les gens refusent d'analyser. Je ne peux pas comprendre ça. Nous sommes maintenant en opération conjointe avec les Ougandais, mais avec les mêmes faiblesses décriées lors de l'état des sièges. Vous croyez que ça va changer quoi? Les mêmes faiblesses, pas de moyens, manque d'effectifs, les mêmes faiblesses. Nous n'avons pas voulu discuter de cette question, la prendre à bras le corps et apporter des réponses. Nous avons plutôt pensé augmenter les budgets de l'Assemblée nationale, du Sénat. Notre budget ne reflète pas que nous avons un problème de défense nationale très sérieux. Il n'y a aucun reflet dans le budget national de cette préoccupation qui dure depuis des décennies. Il n'y en a pas cette préoccupation. Alors vous pensez que comme ça, les Ougandais vont venir et vont régler ces problèmes-là pour vous. Ils vont y rester pendant 2-3 mois.
ils vont apprécier. D'ailleurs, ils n'ont pas le moyen de rester infiniment en République démocratique du Congo. C'est un pays autant pauvre qu'un autre. Regarde, là, ils sont en train de se faire ravir tout un aéroport par le Chinois à cause d'une créasse non payée d'à peine 200 millions de dollars. Ils sont autant pauvres que nous. Ils ne tiendront pas infiniment à un moment donné. On est en train de leur arracher l'aéroport d'Entebbe. Ben alors, à un moment donné, ils vont c'est décider de partir. Et le moment venu, qu'est-ce que nous allons faire? La question que nous nous posons au jour d'aujourd'hui, que nous refusons de nous poser, nous allons revenir à la réalité de l'état des sièges. Ce n'est pas normal. Les États-Unis sont restés en Afghanistan pendant une vingtaine d'années. Ils ont dépassé, semble-t-il, 1000 milliards de dollars. Et au jour d'aujourd'hui, ils ont dit, nous en avons marre. Nos alliés de l'OTAN ne nous appuient pas, ça nous coûte très cher. Et on rentre à la maison. Il est temps d'aller à la maison, de rentrer à la maison. Qu'est-ce qui s'est passé après? Les talibans ont repris le contrôle de l'Afghanistan. Pourquoi? Parce que pendant ces 20 années, le pouvoir afghan n'a pas su construire une armée, n'a pas su construire un État. C'était un pouvoir corrompu. Le cas chez nous. Vous ne bâtissez pas votre propre armée, vous n'arrêtez pas la corruption, vous croyez que les Ougandais vont arriver un matin et d'un coup de bâton magique, ils vont mettre fin à toutes ces atrocités et toutes ces tueries. Et d'ailleurs, la question de l'insécurité à l'Est n'est pas à circonscrire autour des ADF. Ah non! Elle va plus loin. Il y a d'autres forces qui sèment la mort depuis des années. Les groupes armés, Codeco et le reste, dans le sud Kivu, les M23, qui ont refait surface, alors que nous étions sûrs qu'ils allaient s'engager dans la voie. Donc c'est focaliser rien que sur les ADF, c'est une grosse erreur. Je vous assure que c'est une très grosse erreur. Se focaliser non seulement sur les ADF, mais au jour d'aujourd'hui, de prendre toute notre mise et de la mettre dans le panier ougandais. De créer comme ça un faux espoir chez les Congolais que les Ougandais sont venus, nos problèmes sont résolus. Et d'entendre ça de la bouche du président de l'Assemblée nationale. Plutôt que de provoquer un vrai débat, plutôt que d'orienter l'Assemblée nationale pour un budget qui prenne en compte la préoccupation de défense nationale. Non, il est dans Jeune Afrique, il se répand. Il dit oui, les Ougandais étaient déjà venus à l'époque et qu'ils reviennent, où est le problème? Voilà comment un président d'une si haute institution répond à une question qui risque de durer encore, qui risque de nous prendre encore des années. Posons-nous les vraies questions. Pourquoi nous refusions de réfléchir? C'est quelle nation? Pourquoi dans le cabinet du chef de l'État n'amène pas t-on cette réflexion profonde, cette remise en cause? C'est demander, les Ougandais sont là? Oui, ils sont là. Qui prend en charge la présence ougandaise? Ce sont les Ougandais, tant mieux. Ça durera combien de temps? C'est nous. En avons-nous le moyen? Déjà que nous n'arrivons pas, nous, à entretenir notre propre armée? Ah non, les Ougandais, je ne peux pas comprendre ça. Je ne peux pas. Mais quand le ministre Mouya a dit que quand on devient autorité dans un pays, quand on est responsable d'un pays, on fait les choix pour ce pays-là et on assume. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faut leur accorder les bénéfices des doutes et voir un peu ce que ça va donner? On fait les choix, ils font les choix. Ils nous laissent aussi la latitude de dire que vos choix-là ne sont pas pertinents. Là, les questions que je pose, est-ce que Mouyaya, je sais qu'il va se cacher derrière le prétexte de secret défense? Dans son fond intérieur, la question que je pose, si c'est la pose, il a la réponse. Si dans les 3 mois, les Ougandais décident de partir, Mouyaya, qu'est-ce qu'il va nous dire? Bon, je comprends qu'il est le porte-parole. Je pose la question au chef de l'État, au Premier ministre. Dans les 3 mois, si les Ougandais décident de partir, ils ne sont pas venus s'installer ad vitam aeternam. Ils devront bien partir un jour. C'est quand? Qu'avons-nous prévu dans l'entretemps? Ce sont ces questions-là qu'il faut se poser. Face aux ADF, face au groupe armé Codeco, face au tel autre. Qu'est-ce qui fait qu'à ces jours, nous n'arrivons pas à répondre, à trouver la réponse à ces menaces-là? L'armée. On dit il faut former l'armée. Quels sont les efforts que nous avons accomplis dans la restructuration de l'armée? J'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, nous consacrons tous nos efforts
à cette bataille-là à l'Est. Le président a dit que s'il n'amenait pas la paix, c'était un échec de son mandat. Au même moment que nous menons cette bataille sur ces fronts-là à l'Est du pays, nous devons de l'autre côté bâtir une armée classique pour répondre à d'autres défis sécuritaires, pour prévenir d'autres menaces. Non, nous sommes là comme réduits. Les ADF nous ont piégés, nous ont amenés de nous occuper que d'eux. C'est un piège. Vous dites? Et tu non? Comment vous ne vous occupez que d'eux? Attendez. Vous en parlez avec autant de dizaines et des centaines de nos compatriotes. Attendez. Ne m'attribue pas des propos que je n'ai pas tenus. J'ai dit ici qu'au même moment que nous menons cette bataille, il faut construire l'armée. Parce qu'il ne faut pas attendre de terminer cette guerre pour commencer. Ça doit être mené de pair. Je ne pense pas que si nous avons un budget conséquent en rapport avec la défense nationale, les opérations de l'Est vont engloutir tous ces budgets-là. Ah non. Nous devons construire une armée. Qui ne te dit pas que demain nous pouvons faire face à une autre menace qui peut venir à l'Ouest? D'ailleurs, la sécurité, c'est d'abord, avant tout, la prévention. Avons-nous mis, nous, en tête qu'il faut travailler à cette sécurité préventive? Non, nous ne l'avons pas fait. Il est temps de le faire. Moi, je comprends que ça a été un objectif du chef de l'État. Oui, moi, je l'encourage. Moi, j'étais hier révolté de voir les images que les ADF ont balancées dans les réseaux sociaux. En train de décapiter, là. Oui, il faut combattre les ADF. Mais il ne suffit pas de dire qu'il faut le combattre. Comment le combattre? C'est cela la grande question. N'allons pas dans des demi-solutions en nous voilant la face. Ça, c'est pratiquement la politique de l'autruche. On se voit la face, on est dans l'état des sièges, on se rend compte qu'on est en train de s'enferrer là-dedans, on passe à la solution ougandaise, qui n'est pas une solution à nous. Ce n'est pas nous qui la détenons. Elle est la solution ougandaise. Elle appartient aux Ougandais, ils viennent avec des objectifs bien déterminés à eux, mais non, maintenant on veut faire croire aux Congolais que la présence ougandaise va tout régler. Ah non! C'est cela, ces questions-là que je pose. Des questions fondamentales. Donc la grande recette pour nous, pour vous, Mike Moukibaye, c'est que nous devons régler nos problèmes à l'interne, nous devons travailler pour avoir une bonne armée, le reste, ça viendra. Oui. Nous devons nous poser des questions sur ce qui fait cette faiblesse de notre armée. Regardez, les Ougandais sont venus, ils ont lancé la première offensive sans avoir prévenu la partie congolaise. C'est déjà mal parti, non? Qui a dit ça? Moi, j'ai suivi les porte-parole côté ougandais. Ils ont dit que nous avions préféré lancer d'abord cette offensive-là, par la suite. Vous croyez que les Ougandais, en venant chez nous, excusez-moi de réfléchir à haute voix, je sais que ça va peut-être fâcher certains, vous croyez que les Ougandais, en venant chez nous, ils ont totalement confiance en nous? Quand toute la terre sait que notre armée, nos services sont infiltrés, vous croyez que la coopération entre les deux parties sera aisée? Sera un long fleuve tranquille? Ah non. Voyez-vous, nous avons des problèmes qu'il faille régler. Mais la question sur laquelle je reviens tout le temps, les Ougandais sont là pour combien de temps? Et les jours où ils partiront? Je posais la question à Mouyaya. Qu'avons-nous prévu? Il a dit que tout ça, c'est des questions secret défense. Personne ne le sait sauf Museveni. Non, je te l'ai dit. Et le porte-parole de la police a dit la même chose. Je te l'ai dit. Personne ne le sait, personne ne le saura, sauf Museveni. Il a la vie de ses compatriotes entre ses mains. Il a envoyé encore expéditionnaire chez nous pour répondre aux questions sécuritaires de l'Ouganda, pas de la République démocratique du Congo. Et à un moment donné, il aura le rapport sur la table, il appréciera, il va dire, retour à la maison. Et c'est tout. Il informera son homologue, dira, ok, moi, mes hommes rentrent à la maison. Personne ne le sait sauf Museveni. Il ne faut pas se tromper. Personne. Il est venu pour des questions sécuritaires à lui, pas à nous. Les nôtres sont les nôtres. C'est cela. Mais ça peut arriver que les nôtres et les siennes convergent. Non. Les ADF font mal ici, ils font mal là-bas. Ils font mal. On s'est mis ensemble parce que nous avons la même gangrène. Ils font mal ici, ils font mal là-bas.
ils traversent la frontière, ils vont frapper. Mais c'est chez nous, en fait, qu'ils se sont installés. Si l'Ouganda obtient leur éloignement de la frontière, il a résolu à 70% son problème. Mais l'éloignement à 70% de frontières, c'est que chez nous, les mâles se cancérisent. Ils se cancérisent, hein. Métastases un peu partout. Il faut aller les chercher dans nos parcs, ainsi de suite. C'est un peu ça. Il y a une connexion. Puisque ce sont les mêmes forces qui frappent ici, qui frappent là-bas. Mais s'il coupe la menace à la frontière, s'il la coupe, lui, chez nous, elle reste tout entière. Tout entière. Ben alors, posons-nous le vrai problème. Posons-nous les vraies questions. Disons-nous sincèrement ce que l'Ouganda est venu chercher. Disons-nous maintenant. Plutôt que de se laisser surprendre dans 3 mois. L'Ouganda ne résoudra pas les problèmes de l'Est. Il apporte une partie de la solution. Une infime d'ailleurs. Une infime. La grande partie, c'est nous-mêmes. Nous-mêmes. Je te donne l'exemple américain. Je te l'ai donné. Je te donne l'exemple ougandais. L'interview de Yoweri Museveni, qui est devenu viral dans les réseaux sociaux. Lui-même, il parle de la présence de troupes ougandaises en Somalie. Il dit que quand on y va, c'est pour une durée limitée. Vous ne pouvez pas y rester totalement. Qu'il faut que ce pays-là se construise, qu'il se construise une armée. Sinon, c'est un pays qui a atteint des sida politiques. Tu ne peux pas rester là infiniment à l'aider. Donc, ces systèmes immunitaires, son système de défense est détruit. Ce n'est pas à toi de le reconstituer. C'est à lui de le reconstituer. Il le dit dans une interview. Sur France 24, il ne le dit pas en rapport avec nous. Il le dit in tempore non suspecto. Il le dit de l'intervention ougandaise en Somalie. Et c'est cela, son credo. Qu'on ne se trompe pas. Parce que c'est une expérience qu'il a tirée de la Somalie. Donc elle reste valable même chez nous, ici. Allez, on va prendre d'autres sujets d'actualité. L'actualité dans le pays, c'est aussi cette affaire avec les députés Nsingi Pouloulou qui serait revenu encore à la charge. On dit qu'il a sous ses aisselles une proposition de loi qui conditionnerait la candidature à la présidence de la République au fait qu'on... J'en ai rigolé. Ça vous dérange en quoi? J'en ai rigolé. Moi, ça ne me dérange pas. Vous dites que non, c'est Katumbi qui est visé. Moi, ça me dérange pas. Pour être candidat président de la République, il faut avoir été député ou sénateur. Moi, ça ne me dérange pas. Moi, ça ne me dérange pas. J'en ai rigolé à me faire mal aux côtes. Parce que c'est à la limite ridicule. À la limite, les conditions. Je ne sais pas si c'est vrai que cette proposition existe. Les réseaux sociaux en ont parlé. Les réseaux sociaux en ont parlé. J'ai lu notre ami Eric Wemba avec Exclusif RDC, un des médias sérieux, en parler. C'est à la limite ridicule. Vous ne pouvez pas, ça il ne faut pas faire une faculté, aller à la faculté pour le comprendre. Ça c'est le common sense. Ça quand tu as fait des bonnes études et que tu as connu un parcours, tu le comprends. Vous ne pouvez pas réduire à travers une loi de droit qu'accorde la Constitution. Vous ne pouvez pas. Les Congolais sont censés avoir la même chance en ce qui concerne l'accessibilité à des postes de responsabilité au niveau de l'État. Vous ne pouvez pas réserver ces postes-là aux seuls sénateurs. C'est de la discrimination, c'est ridicule. Non, mais les autres ont souvent été discriminés. Non, mais je t'ai dit. Quand on dit pour être président de la République, il faut payer 100 000 $. C'est pas discriminatoire. Moi, je n'ai pas 100 000 $. Je suis discriminé par rapport à ça. Attends, s'il te plaît. Quand on dit pour être président de la République, il faut avoir au moins 30 ans. Et les Congolais de moins de 30 ans. Ils ne sont pas discriminés, monsieur Moukébaye. Attends, s'il te plaît. Une caution n'est pas de la discrimination. Et l'âge? Non, une caution n'est pas la discrimination. Et l'âge? Attends, s'il te plaît. Une caution n'est pas la discrimination. Une caution est imposée en supposant que chaque Congolais peut la réunir. Tant mieux ou tant pis si toi tu ne peux pas réunir les 100 000 $. Mais c'est une caution. À la limite, on pourrait peut-être rabattre pour permettre à plus de Congolais d'accéder. Mais vous ne pouvez pas, par une disposition légale, empêcher que des Congolais accèdent, concourent pour un poste. Je vous pose la question de l'âge, non? Laisse-moi y aller. Candidat président, il faut avoir pas moins de 30 ans. Laisse-moi. Kabila lui-même a pris le pouvoir avec 9 ans. Laisse-moi y aller. Laisse-moi y aller. Vous ne pouvez pas réserver
cette fonction à une catégorie appelée sénateur, à une catégorie appelée député. Vous réduisez les droits qui sont accordés ici. Vous les réduisez sensiblement. Et c'est inacceptable. Donc ça ne passera pas. J'ai entendu d'autres dire que dans la même loi, il y a encore cette fameuse disposition des pères et des mères. Mais autant que ça n'a pas été possible, autant que la commission PAJ avait émis des objections pour dire que cette loi était anticonstitutionnelle, qu'elle était en inadéquation totale avec la Constitution, autant cette proposition, si elle existe réellement. Et si elle existe et qu'elle est surtout l'effet les mêmes auteurs, je me demande si d'avoir fait des études d'électricité ne provoque pas de court-circuit dans la tête de ces députés-là. Oui, je me pose des questions. Oui. Attention qu'on ne vous colle plus à notre mandat. Non, je n'incitais pas ça. De diffamation pour... Oui, ok. Le Congo a énormément de problèmes auxquels, à ce jour, nous n'arrivons pas à apporter de solutions. Plutôt que de chercher le plus de fédérations possible, le plus d'unités possible, pour qu'ensemble nous allions à l'assaut de ces problèmes-là, nous, on veut diviser davantage. Vous aimez beaucoup la victimisation, vous? Non, moi, je ne parle pas de... Je suis pas... Non, mais c'est Katumbi, vous dites que c'est Katumbi qui est visé, non? Je ne les dis pas. Je ne dis pas vous, Mike Moukeba. J'ai toujours pensé que ceux qui travaillent à chercher à anéantir les chances de Katumbi, à les déstabiliser, ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que c'est contre-productif pour eux. C'est qu'en fait, ils sont en train de construire ces Katumbi-là. C'est ce qu'ils ne comprennent pas. Mais cet acharnement sur sa personne fait de lui, effectivement, ce que tu dis, la victime devant le Congolais. Tous finiront par se dire un jour, sûrement qu'il a le meilleur de projets, c'est pourquoi on l'empêche. Alors, expérimentons-le. C'est cela. Moi, je ne me fais pas victime. Moi, je ne pense pas que Katumbi va se présenter en victime expiatoire. Ah non. Ce que je regrette infiniment, et c'est contre quoi je me dresserai toujours, c'est que des pratiques que nous avons décriées sous Kabila reviennent et à grands pas au jour d'aujourd'hui. Que certains utilisent les instruments, les moyens de l'État contre les adversaires. Si nous nous battons à armes égales, moi je ne me plaindrai pas. Mais que certains utilisent les moyens, les instruments de l'État pour régler des comptes aux adversaires. Oubliant que Kabila l'a fait et qu'il ne l'a pas emporté au paradis en tout cas. Excusez-moi, je ne me ris pas de son sort, mais il n'est pas le plus heureux de tous les Congolais au jour d'aujourd'hui. Je ne pense pas. Mais je crois que moi, je suis encore tout heureux. Je sors d'ici, je vais à pied, je prends mon taxi, je rentre chez moi. Je mange mon pondou à midi, tranquille. Oubliant que demain, la roue de l'histoire tournera. Elle tournera. Elle tournera inexorablement. Alors, il ne faut pas qu'on soit dans un cycle de pouvoir, répression, et le lendemain, ceux qui prennent le pouvoir se vengent contre ceux qui étaient là, ainsi de suite. Ah non. Non, ça c'est vraiment les discours des victimes. Est-ce pour autant que Katumbi devait aller vraiment devant une communauté juive, battre campagne contre son propre pays en expliquant qu'il est... Voilà. Cette image-là de Katumbi dans une communauté juive ne vous a pas, vous, Mike Moukeba, choqué? Je ne peux pas comprendre cette confusion que j'entends, que Katumbi est allé battre campagne contre son propre pays. Et je ne sais pas très bien comprendre. Il a été victime de beaucoup de choses dans son propre pays. Je ne sais pas comprendre... Et il accuse devant les juifs. Je ne sais pas bien comprendre quand un groupe d'individus, je ne dis pas tous ceux qui sont pour, hein, quelques-uns d'entre eux se mettent dans une logique conspirationniste et se disent que nous devons neutraliser tel, et que celui-là utilise les moyens en sa possession pour se défendre, qu'on dise qu'il a accusé son pays. Ce qui a été fait contre Katumbi, c'est le pays qui l'a décidé ou c'est un groupe d'individus? Le Congo décide, le peuple l'a décidé, et vous avez bien vu que quand il a pris la parole, il a fait un distinguo clair entre ces peuples sympathiques, ces peuples ouverts, hospitaliers, et ces groupes d'individus. Il a fait ces distinguos. Et puis, moi, je ne sais pas ce qui te gêne, Perrault, ou ce qui gêne les détracteurs de Katumbi.
La liberté à eux de le critiquer, mais un peu quand même d'objectivité, monsieur. Vous dites de lui matin, midi, soir qu'il est juif. Vous le dites, vous l'écrivez. Et lorsqu'il se présente parmi les juifs, et c'était pour une commémoration, donc il n'était pas allé appeler les juifs au secours. Il est allé pour une commémoration, la commémoration de la nuit des cristal, qui est un grand événement dans la culture juive. C'est le début des pogroms en Europe. Les tueries en masse contre les juifs. Autriche et Pologne. Il est allé à cette commémoration et il a retrouvé des juifs là-dedans. Dès s'afficher avec les juifs devient plus grave que vos accusations, que toutes ces attaques, cette stigmatisation. Il est juif, il est juif. Ça pitoie sur son sort. Il ne s'affiche. Tu es Kassaïen, j'ai lu quelqu'un. Je connais cette expression-là. Attends, je vais. C'est-à-dire que le bêtis, l'homme est rentré chez eux. Attends, je vais répondre. Je suis Kassaïen, je vais répondre. Alors, il s'affiche, il montre ses origines, il les assume. Où est le péché? Obama, président des États-Unis, il a quitté un jour la Maison Blanche pour se rendre à Nairobi et fraterniser avec ses oncles, ses grands-parents, sa génétique. Il a même fait un pas de danse kényan, une danse kenyane. Il assume ses origines. Ce sont ses origines. Ce qui ne lui enlève rien, c'est la nationalité congolaise. Il est né ici, il a grandi ici. S'il se déplace pour aller plaider sa cause auprès des Juifs, demain il se déplacera pour aller plaider sa cause auprès d'autres communautés. Ça ne t'aime pas, il ira ailleurs. Les opposants ne l'ont-ils pas fait ici? Félix Tshisekedi ne s'est pas déplacé avec les mêmes Katumbi pour aller plaider la cause de l'opposition à Paris, à Washington, ne l'ont-ils pas fait? Qu'y a-t-il de mal? Que quelqu'un assume ses origines. Ah non, mais voilà, effectivement, il a montré ce qu'il est. Non, monsieur, il a montré ce que vous avez toujours dit. Vous l'avez maintenant. Ce sont ses origines. Obama n'a-t-il pas été l'un des meilleurs présidents américains de ces 40 dernières années? Tout Kenyan qu'il est, n'a-t-il pas été loyal envers les États-Unis? Qu'est-ce qu'on veut nous faire croire? Qu'un individu débarque, qui a passé toutes ces années à Washington, dans les institutions de Bretton Woods, je peux penser que lui aussi a moins de loyauté pour ce pays. Parce qu'il n'a rien fait ici. Je peux penser autant sur cette question. Laissez le Congolais choisir. C'est aussi simple que cela, laissez-le choisir. De toutes les façons, je sais ce qui se passe. Les gens vont un peu encore balancer. Hein, c'est comme si c'était un essai. Ils vont encore balancer un ballon d'essai. Et tout de suite, quand ils vont avoir de la réaction, tu verras qu'ils vont très vite retirer cette fameuse proposition. C'est une proposition qui touche à la philosophie de la nationalité selon le chef de l'État lui-même, qui reconnaît que les Banyamulenge sont congolais. Ça les met lui-même en contradiction. Cette proposition-là, tout comme la fameuse loi, je ne vais pas citer le nom de celui-là, pour ne pas trop lui faire d'honneur ici. De père et de mère. Donc tu comprends, ça va en contradiction avec notre constitution. Tout le travail qui a été fait en amont pour que nous arrivions à ce compromis autour de la nationalité. Le Congo est traversé par des sensibilités. À l'aise sur cette question de nationalité. Ces sensibilités se cristallisent sur le plateau de Minembwe et chez les Banyamulenge. Tu le retrouves dans le Massissi ou Alikale, ainsi de suite dans la communauté et Tutsi. Vous pouvez comprendre qu'en fait, vous voulez donner un coup de pied à une fourmilière, que ça va aller dans tous les sens. Est-ce que savez-vous que ce qui est présenté ici comme le recensement rencontrera beaucoup d'obstacles dans son accomplissement? Tu le sais. Vous m'amenez un type qui ne comprend pas les problèmes politiques du Congo. Un extérioriste, comme le disait le professeur Mboyo, qui n'a aucune sensibilité sur le vrai problème du Congo. Il n'a jamais vécu ici. Il ne sait pas ce que c'est l'Est du Congo. Ce que nous avons vécu ici, nous, dans notre chair, qui nous a marqué, qui nous a amené à un compromis. On ne bâtit pas l'histoire d'un peuple, la culture d'un peuple, les lois d'un peuple par décret.
Ce sont les contradictions sociologiques chaque jour qui amènent un peuple à un contrat social. Nous sommes arrivés à ce contrat social qui est l'actuelle constitution par des contradictions. Alors vous venez, vous voulez décréter et couper. Est-ce qu'on a vraiment fait des études Je me pose des questions si nos diplômes valent quelque chose. Je me pose vraiment de questions. Vous allez secouer tous les pays. Les gens s'amusent. Ben écoute, j'aimerais bien un jour, mais j'en ai vraiment pas envie parce que je ne sais pas comment faire, comme disent nos parents, tika mwana tia mo sapina moto. Mais j'aimerais un jour qu'ils passent à là, qu'ils vont voir. Quel sera le retour? Moi, je ne menace pas. Quel sera le retour de la manivelle à travers tout le Congo profond? Vous allez brûler le pays? Moi, j'ai le moyen de brûler le pays. Mais tu verras le retour de la manivelle dans le Congo profond. Ah, c'est ça, ça va se déchirer. C'est ça justement la dictature. Ce n'est pas. Vous refusez le débat politique. Attendez, vous mettez des lignes rouges, vous dites. Attendez. Attendez. Donc tout un pays doit être pris en otage seulement parce qu'il faut sauver la candidature de Moïse Katumbi. Attendez. Vous pouvez vous imaginer que c'est dont il est question. Ce n'est pas la candidature de Moïse Katumbi, mais c'est un compromis que certains cherchent à remettre en cause. Donc, quelques 20 ans après Sun City, vous estimez que nous avons assez consolidé la cohésion nationale et que ce compromis-là est dépassé. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le nom de Katumbi qui est mis en avant. Mais au-delà du nom de Katumbi, c'est tout un compromis qui a été trouvé. C'est la classe politique qui s'est retrouvée avec le parrainage de la communauté entre pour arriver à ce compromis. Pensez-vous qu'il est temps de remettre ce compromis-là en cause? Si vous le pensez, répétez-le en cause. C'est là que j'ai dit, ok, l'effet boomerang n'épargnera aucun d'entre nous. Allez. Moi, je ne menace pas. On va prendre tout dernier thème, la question de Congo Aldop. Mike Mukeba, vous avez suivi, on parle de Kabila qui aurait, avec son entourage, son clan, détourné 138 millions de dollars, de l'argent qui passait de la Banque centrale vers BGFI Bank pour atterrir dans des sociétés écrans. Vous êtes surpris ou vous vous dites, Kabila, c'est vraiment les voleurs qu'on est en train de peindre dans cette enquête? Congo Aldop, une parenthèse, je vais parler quand même de quelques faits de détournement de ces derniers jours, notamment au ministère des Finances, cette affaire d'une créance payée doublement. Et j'ai vu le ministre des Finances en parler à Top Congo, je suis tombé à la renverse. J'avais beaucoup d'estime pour Nicolas Kazadi, mais depuis sa dernière sortie médiatique, mon cher frère, je me suis mis à désespérer en ce qui concerne les finances publiques. Mais vous parlez de la vérité, il n'a dit que la vérité, non? La grande question, il a dit qu'il a subi des pressions. La grande question, et ça, cette question, j'aimerais que les chefs de l'État la prennent en charge. Est-ce que les chefs d'État se sentent à l'aise au palais de la Nation quand son ministre des Finances dit publiquement qu'il a subi des pressions pour payer cette créance? Toute la République a entendu ça. Les ministres des Finances a subi des pressions. A subi des pressions et il avoue. Et au jour d'aujourd'hui, en fait, je remarque que tous les projecteurs sont tournés vers les suspects, celui qui aurait empoché ces doubles paiements. Mais les pauvres, n'allez pas le chercher. Il n'a pas agi seul. Tu ne peux pas débarquer et te faire payer 2 fois la même créance au ministère des Finances sans qu'il s'agisse d'un réseau. Et d'abord, quand le ministre des Finances parle de pression, donc il établit qu'il s'agit d'un réseau. Que lui connaît ceux qui ont empoché cet argent, monsieur le ministre des Finances. Ça, c'est sous les règnes de l'UDPS. Ça me fait très mal. Non, mais quand le ministre des Finances, vous prenez une partie, sous les règnes de l'UDPS, le ministre des Finances dit également que l'ampleur de la gabégie et des détournements tels que peint dans Congo Aldop ne se reproduira jamais. Il est soutenu dans sa démarche par Gilles Alenguete, IGF, qui rassure qu'à l'heure actuelle, les fusibles ont été posés pour que ce genre de situation ne se répète plus. Ah, mais jamais. On vient d'en vivre une. Nous allons récupérer cet argent. Une créance payée 2 fois. Tu peux m'expliquer ça? Même créance payée 2 fois. Tu peux m'expliquer ça? Au passage, j'ouvre une petite parenthèse pour parler rapidement du ministre de l'économie et peut-être aussi du ministre de l'EPST. Je ne peux pas comprendre, j'appelle mes amis, nous avons cheminé avec vous, je vous regarde, mes amis de l'UDPS, c'est vous.
Mais saisissez-vous. Je vois la publicité qui est menée, déployée dans les réseaux sociaux pour applaudir que les chinchards arrivent. Combien total? 1130 tonnes. Mais vous êtes en train de jouer le jeu du ministre de l'économie qui va occasionner la perte de 6 millions de dollars. Il a sorti 6 millions de dollars pour nous importer 27 000 tonnes. Au 6 décembre, la période pour laquelle il avait payé les 6 millions, la période de pêche pour laquelle il avait perdu 6 millions, arrive à échéance. Au 6 décembre. Donc il ne ramènera pas ici les 27 000 tonnes, mais nous allons perdre les 6 millions plutôt que de demander des comptes à ces ministres des Finances. Qu'ils tirent les conséquences, qu'ils démissionnent, on applaudit. Le ministre de l'économie. De l'économie, pardon. On l'aide à noyer les poissons. 6 millions, nous allons les perdre. 6 millions de dollars, mes amis. Monsieur Samalou Condé. 6 millions de dollars, nous allons les perdre comme ça. Alors, pour jeter un peu de la poudre aux yeux aux Congolais, on s'arrange, on se débrouille, on amène quand même une cargaison d'impiodi, 1130 tonnes au total, ce qui n'est même pas la consommation journalière de Kinshasa, parce que ces poissons-là, je vais les dire et je les dis aux amis, que ça ne fasse mal à personne. Vous ne les verrez, ces poissons-là, qu'à travers les réseaux sociaux. Dans le véhicule quotidien de Kinshasa, nous ne les verrons pas passer. Ça va arriver, ça va arriver, débarquer, être stocké dans 3-4 chambres froides. Le même jour, les détaillants vont aller acheter et puis c'est fini. La vie continue. Non, on est en train de le couvrir. On est en train d'applaudir pour lui. Monsieur, les 6 millions, vous ne posez pas de questions, mes amis de l'UDPS. Vous aidez ces types-là à se sortir de son propre piège. Comment a-t-il pu verser cet argent s'il n'était pas sûr que nous allons pêcher ces poissons pendant ces périodes-là? Autant de questions. Et puis, cette opération, moi je me suis toujours interrogé. Il y a tant de questions à se poser. Comment voulez-vous aujourd'hui pousser l'État à faire le commerce? Est-ce normal? L'État va importer l'impiodi un temps. Est-ce qu'il importera l'impiodi tout le temps? Est-ce que la vie chère, ce n'est que l'impiodi? Pas les sels, pas l'huile, pas les pains, pas le reste? Pas les makala. Mon cher frère, quand même. C'est à se demander vraiment si quand les gens s'asseyent là, ils se préoccupent des problèmes des Congolais. Je ne crois pas. Sinon, il n'y aurait pas de solution comme ça à la porte-pièce. Une solution qui cause davantage de dégâts. 6 millions, nous allons les perdre. De dollars. Les amis, ça, ils ne se posent pas la question. J'ai vu même des conseillers à la présidence se flatter et tweeter, et rigoler. On ne gère pas de cette façon. Et je boucle avec cette affaire. Ça, c'est une interpellation à Tony Mwaba. Ministre de l'EPST. Oui. À l'Assemblée provinciale ou à l'Assemblée nationale? À l'Assemblée nationale. Pardon, au gouvernement central. Il arrive, il trouve éduc, service de l'État, bien codifié. Non. Les gens sont surpris, il y a quelques jours, quelques semaines, les gens reçoivent de notifications qu'ils sont rétrogradés. En vertu de quoi on peut rétrograder des gens? Non, mais il y avait quand même un grand désordre. Que non, mais oui, ok. Attendez. L'éduc n'a fonctionné pas à l'époque des Gaston. Attendez, c'est pour autant que vous reprenez aux gens des droits acquis? Vous les reprenez des droits acquis? Vous les rétrogradez par des droits acquis légalement. Tant mieux, mais vous les rétrogradez. On fait respecter la loi. Vous les rétrogradez sur base de notifications en citant un arrêté. Personne n'a vu passer cet arrêté. Même au journal officiel, allez le chercher. Il est là, voilà, moi je l'ai trouvé. Cet arrêté, lui, est dissimulé. Ceux qui sont notifiés ne l'ont pas reçu. Est-ce normal? Bon, alors, la question qui a été posée... Arrêté pourtant mise en place des cadres et agents de la direction des télévisions thématiques. Je peux répondre maintenant à la question. Allez-y, je vous en prie. Alors, mais ce qui est formidable avec Hold Up, c'est que hier, c'était les kabylistes qui avaient été pris pour cible et qui se sont défendus. Et avec eux, certains journalistes les ont accompagnés, ce qui m'a quand même un peu indigné. Et au jour d'aujourd'hui, Hold Up l'avait prévenu, il n'y a pas que les dignitaires kabylistes qui sont concernés. Et au jour d'aujourd'hui, des proches du chef de l'État sont cités, un membre du gouvernement est cité, 2 membres même. Antoinette Kipoulou, elle a reçu de l'argent de la CENI, plus de 3 millions de dollars. Semble-t-il qu'elle est propriétaire des imprimeries, elle devait livrer des bulletins de vote, elle n'a jamais fait ça. Ben voilà.
hold-up, ça a été fait de manière professionnelle. Les journalistes ont fait leur boulot. Salut à eux. Donc vous soutenez hold-up. Fiers sont d'être. Mais Pierrot, tu le sais que toi, tu n'es pas en mesure de faire ce travail-là, dans le contexte congolais. Pas par ta faute. Tu as le matériau, mais tu ne peux pas. Ça demande de gros moyens que la presse congolaise n'a pas. Ça te met en danger, ça met la vie des journalistes en péril. Et ces dangers-là, les journalistes congolais ne sont pas disposés à les prendre aujourd'hui, ce risque-là. Plutôt que la presse applaudisse, que les journalistes disent, tiens, ils nous aident. Ils sont en train, en fait, de créer un contexte qui va nous permettre à nous, demain aussi, de faire le même travail. Les journalistes, non. Ils deviennent des champs de garde. De ceux qui sont cités là-dedans. C'est quand même curieux, ça. C'est un travail formidable. Donc Kabila, c'est les voleurs qu'on paie là-bas. Mais avec ses imperfections, comme il y a dans toute œuvre humaine. Mais c'est un travail formidable. Les gens ont été cités. Donc Kabila, c'est les voleurs qu'on est en train de peindre là. Les faits sont allés avancer. Et là, tous, quasiment tous, ont été appelés à donner leurs avis. Mais quand Lengueti décrit le fait qu'il fasse des raccordements frauduleux en partant d'un dossier, en allant vers Kabila, ça vous dérange pas, vous? Un peu oui. Je crois que ça c'est un point de vue politique. Un point de vue politique. Politique, je crois que. Le point de vue de Lengueti est politique. Oui. Quand il analyse, il dit qu'ils font le raccordement. C'est un point de vue politique. Qui ne devait pas y mettre. Ouais. C'est un point de vue politique. C'est un point de vue politique. Ah, vous aussi vous pensez de lui que c'est un agent politique? Non. J'ai dit que le point de vue est politique. Le point de vue est politique. C'est un point de vue. Les journalistes... Attends, moi je vais vous dire ceci. C'est pourquoi je parle d'un point de vue politique. Les journalistes enquêtent. Ils enquêtent, à la fin, ils décident de rendre publiques les conclusions de ses enquêtes ou son enquête. Les journalistes ne s'interrogent pas sur les conséquences auxquelles prêteront l'enquête. Ce n'est pas la préoccupation du journaliste. C'est pourquoi je parle d'un commentaire. La responsabilité sociale, là, vous n'avez pas appris à l'école. Les journalistes, il fait les conséquences. Les journalistes, s'il te plaît. Les journalistes, il fait. C'est ça son travail, comme un comptable qui passe les écritures. Non, Mike Moukeba, il a arrêté ça. Attends, Perrault. Il pas dit en 2 fois de graduat que les journalistes avaient une responsabilité sociale. Attends, Perrault, attends. Dans ce qu'il écrit, là. Perrault, laisse-moi parler. Perrault. Les journalistes, ils travaillent exactement comme le médecin qui t'ouvre le ventre pour te guérir. Son travail, c'est d'aller chercher l'information. Il a l'information, il la publie. C'est ça, cette responsabilité. Il amène des faits. Ce n'est pas une invention de Mediapart. Il a amené des faits. Vous devez être fier de ce journaliste-là. Que des faits à la suite d'une fuite, semble-t-il, le plus gros leak, la plus grosse fuite provoquée à l'Afrique dans une banque. Ils ont amené les faits. Et c'est bien dit, c'est bien écrit, c'est bien détaillé. Ils ont fait ceci. Tout clair. C'est comme les 2 journalistes qui avaient enquêté sur cette affaire d'espionnage, je crois, dans le quartier général des démocrates par des hommes de Nixon. Ça a prêté à conséquence. Nixon a dit démissionner. L'affaire Watergate. Le problème du journaliste. Il fait son boulot. Ils ont fait leur boulot. Par la suite, si vous voulez, vous. Et c'est pourquoi je parle d'un commentaire politique. Si ceux qui n'aiment pas Kabila cherchent maintenant à établir un lien pour dire c'est Kabila. Ça, c'est pas Mediapart. Ça, c'est pas Sonia Rollet. Elle n'a pas dit ça. Ça, c'est maintenant la politique au Congo. Tout autant qu'au jour d'aujourd'hui, les gens, en ce qui concerne la mise en cause de 2 proches des chefs de l'État, ils mettent ça sur la tête des chefs de l'État, non? C'est pas ça? Ben c'est Sonia qui a demandé à cela de le faire. Ah non? Les journalistes, lui, a rendu compte. Il a publié les conclusions. Certains pensent que le moment est venu de régler le compte à Kabila. Herman Cohen, par exemple, dont on connaît les affinités avec Kinshasa. Ça nous amène à poser certaines questions. Ok? Moi, je suis bien d'accord avec Alingueti. Mais j'ai dit c'est un commentaire politique. Moi, je ne veux pas de cette chasse à la sorcière, chasse aux sorcières, dans une situation post-conflit où nous avons beaucoup de problèmes à régler. Peut-être qu'un jour, les gens rendront compte, mais je ne dis pas le moment au jour d'aujourd'hui. Ça, c'est un avis politique. Beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, je le leur concède. Ça, c'est moi qui vois les choses de cette façon-là. Certains me diront, pas de paix, pas de réconciliation sans justice.
Je suis d'accord. Ok? Mais ne mettez pas ça sur la tête des pauvres journalistes. Tout ce qui s'est dit autour, tout cet acharnement, si on peut le dire ainsi entre guillemets, sur Kabila. Mais au moins, les journalistes nous ont fait voir comment le pays était géré. C'est en prévention pour que nul ne reproduise un tel comportement. Pour que ceux qui seront en responsabilité demain se posent des questions, se demandent si je le fais, est-ce que ça ne sera pas un jour divulgué comme ça a été le cas avec Congo Hold Up. C'est pour le bien du Congo. Il faut applaudir. Allez, on applaudit votre passage sur cette émission, M. Mike Mokeba. Merci, hein, merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est à moi de remercier CEPEL TV. Toujours un plaisir quand je viens. Toujours un grand plaisir. Plus sur notre émission avec Mike Mokeba. Sur le plateau de CEPEL. Madame, Monsieur, l'émission est terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui nous a aidé à entrer en contact avec vous. Merci à l'honorable Mike Mokeba qui nous a fait l'honneur de venir donc nous rendre visite ici à CEPEL Télévision. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.